Bonjour Georges Pomard, vous publiez avec Vous demain le livre qui vous concerne aux éditions Sidney Laurent. Vous vous êtes livré, Georges Pomard, à un double exercice, celui de prédire l'avenir. Vous n'êtes pas Madame Irma, et pourtant beaucoup de choses qui sont écrites dans votre livre. J'ai fait quelques vérifications, on peut voir dans les salons les documents de prospective édités par les entreprises. Il y a parfois même des choses qui sont des embryons de réalité, donc on peut penser que dans 30 ans, ce sera déjà largement commercialisé. Vous nous décrivez la société du futur en 2050. La société en 2050, et parallèlement à ça, vous nous décrivez aussi, Georges Pomard, votre vision de ce que pourrait être la Baule en 2050. C'est un exercice très difficile auquel vous vous êtes livré. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez été chef d'entreprise, oui, vous habitez longtemps à la Baule. Je sais que vous militez très fortement aussi pour la promotion du quartier Bellon. Vous estimez que ce sera le futur centre-ville de la Baule. Vous êtes tellement persuadé qu'en 2050, c'est vraiment le futur centre-ville de la Baule. Ça, c'est dans le livre. Un livre qui a été écrit avec parfois beaucoup d'humour, qui est facile à lire. Vous êtes mis dans la place d'un lecteur. C'est une nouvelle, finalement, plus des chapitres. Vous êtes adapté, finalement, à notre société où on dit que les gens n'ont plus envie de lire des grands pavés, des choses interminables. C'est un livre qui se lit très facilement et on se laisse prendre par cette histoire d'une famille, cette histoire d'amour aussi. Mais finalement, c'était qu'un prétexte pour nous raconter l'avenir. Comment vous est venue cette idée ? D'abord, j'aime la Baule, voilà, donc pour ce qui concerne la Baule. J'aime la vie en général, donc la société pour moi, c'est un tout. Ce n'est pas simplement un petit quelque chose, c'est un tout. Alors, ce problème de livre, j'ai voulu le faire d'une manière globale, c'est-à-dire, et en même temps, essayer d'être très vivant pour que les gens ne referment pas le livre brutalement, pas trop technique, si vous voulez, parce que bon, j'ai fait beaucoup d'urbanisme, par exemple. J'ai enseigné aussi, j'ai fait beaucoup d'urbanisme, et je ne voulais pas être trop technique. Donc, j'ai voulu vivre avec une famille, et j'ai imaginé une famille avec 2 enfants, avec les problèmes en 2050. J'ai beaucoup lu, beaucoup lu, de bouquins, de revues, j'ai réfléchi et je me suis dit comment on peut vivre vraiment en 2050. Et je crois que j'ai voulu affirmer optimiste pour donner de l'optimisme aux gens. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens me disent l'avenir c'est terrible, c'est ci, c'est là, aujourd'hui c'est difficile, etc., etc. J'ai voulu dire ben non, puisque vous voyez, en 2050, on aura une vie très riche, oui, un petit peu bouleversée par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais on sera toujours bien vivant et les familles, ce sera une cellule importante dans l'avenir, la famille. Il faut préserver ce problème de la famille. Le livre commence par l'un des membres de la famille, les plus jeunes, qui arrive à Roissy avec un avion, un Airbus en provenance de Rio. Oui. Et c'est la compagnie Air France. Oui. Donc, première nouvelle, Air France ne sera pas décapitée et sera toujours vivante en 2050. Ah, là, j'en suis pas absolument persuadé, mais je crois que c'est quand même une entreprise... Pour une compagnie au bord de la faillite, oui, vous les avez sauvés, là, Georges Pomard. Oui, c'est tout à fait exact. Air France est malade parce que c'est très embourgeoisé, c'est vrai. Bon, les pilotes sont, disons, payés beaucoup plus cher que dans beaucoup de compagnies étrangères. Et peut-être qu'il n'y a pas eu les investissements qu'il fallait au bon moment. Et effectivement, actuellement, il y a une nouvelle direction qui se met en place. À Air France, j'espère que ça marchera. C'est une belle compagnie qui a une grande histoire. Et je forme les vœux vraiment pour que ça soit préservé. Ça existe encore en 2050. Absolument, absolument, j'y crois, parce que je crois que les gouvernements, quels qu'ils soient, de gauche, du droit, toutes sortes, essaieront toujours de sauver cette compagnie qui est emblématique pour la France. Alors, le livre fourmille d'anecdotes dans ce récit d'une vie quotidienne d'une famille à La Baule, oui. D'anecdotes sur ce que sera les nouvelles technologies, comment on travaillera, comment on se déplacera. Demain, oui. Par exemple, pour aller de Paris à La Baule, il y a une sorte de voiture volante et on met 1h28. C'est oui. Encore long, je trouve, 1h28 en 2050. Vous auriez pu raccourcir le temps. Je crois que déjà, si on arrive en 2050 et 1h28,
au Salon de Genève de mars 2018, il a été présenté 3 voitures volantes, bon, qui sont encore, à mon avis, trop volumineuses. Mais je crois qu'il y a beaucoup de recherches à ce sujet-là, sur la voiture autonome et sur la voiture volante, qui sera un compromis sûrement entre une grosse voiture, un hélicoptère et les drones actuels, puisque les drones sont peuvent être de plus en plus gros. Donc ça, c'est un compromis en tout ça. Et je pense qu'une heure 28, il y a quand même 300 km en ligne droite à peu près de Roissy. 300 km en 1h28, ça fait quand même pas mal, si vous voulez. Hein. Voilà, bien sûr que j'ai mis 1h28, c'est une anecdote. Mais tout ça pour dire que vous évoquez le salon de Genève avec ces sortes de drones voitures. Oui. Tout ce qui est écrit dans le livre repose sur des faits réels, repose sur des technologies réelles qui sont en train d'être développées. Vous avez juste fait de la prospective. Absolument, j'ai beaucoup lu ce qui se ferait dans le point de vue technique. Surtout une grande révolution, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que aujourd'hui, on essaie de remplacer l'homme dans toutes ses occupations. Donc ça va très très loin. D'abord, on récupère un tas de données, ce qu'on appelle les data. Et ensuite, on fait des algorithmes, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre ça en forme, de tenir compte de toutes les données pour remplacer des gestes et de ce qu'on fait aujourd'hui un peu partout. Donc ça va changer complètement la vie dans les 20 ans, dans les 10, 15 ans, 20 ans, l'emploi, la vie d'un ménage, etc. Et j'ai essayé de compenser ça par beaucoup d'empathie, beaucoup de contact entre les gens, pour que ça reste très vivant. Et on aura besoin de ça. Donc ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, pour essayer d'humaniser ce problème de machine, si vous voulez. Une vie de machine n'est pas une bonne vie, n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, ça peut être des moyens, des outils, mais il ne faut pas que ça envahisse trop. Alors, une fiction romancée, les nouvelles technologies, et puis la Baule en 2050, avec une ville qui ressemble finalement assez à celle que l'on connaît maintenant. Simplement, le front de mer a été entièrement refait. Il y a des grands parkings qui accueillent les voitures aux entrées de la ville. Le centre de la ville, c'est plutôt ce qu'on appelle actuellement la zone de Bellon. Et la Baule a toujours une vraie vie et s'est repositionnée en quelque sorte dans l'esthétique, parce que c'est la chirurgie du futur, dans la beauté. Ça devient un centre d'excellence. C'est tout à fait ça. Donc je crois que la Baule restera la Baule. Elle a une très bonne image. Les différents maires ont su garder cette excellente image au plan national, voire un petit peu international. Donc il faut aller toujours dans ce sens-là. Et à la Baule, nous avons par exemple la chance d'avoir 4 centres de thalassothérapie. Donc j'ai pensé que ça c'est le bien-être. Mais on va vers une société également de paraître, on le sent bien, si vous voulez. La chirurgie esthétique prend de l'ampleur considérable. Il y a des pays ils abusent un peu, comme le Brésil. On se refait 4 fois le nez, mais ça allait jusque... Au Liban aussi, c'est la grande mode. Au Liban aussi. En Suisse, les cliniques marchent du feu de Dieu. Donc, je pense qu'il y a une position à prendre à la Baule dans ce sujet-là, parce que ça correspond un peu à la clientèle des centres de thalasso. Nous avons 4 centres de thalasso. Entretenir son corps. Oui, entretenir son corps, paraître. Combien de gens sont bloqués parce qu'ils ont un petit peu un nez trop grand, des oreilles décollées, etc. Ils sont mal à l'aise dans leur peau pour un détail, et je crois que ça peut les aider dans l'avenir, parce que les gens regardent beaucoup l'apparence. Et moi, je trouve trop, parce que je crois que la beauté, c'est plutôt intérieur qu'extérieur. Mais malheureusement, la société est faite d'une certaine manière que l'apparence compte beaucoup.
Et puis la Baule aussi accueille l'équivalent de Lausanne, une école hôtelière et de restauration de réputation internationale. Voilà, donc dans mon idée également... Paraître et bonne bouffe. Voilà, paraître et bonne bouffe, et plusieurs autres choses. Bonne bouffe, pourquoi? Parce que je crois que j'écoute les hôteliers de la Baule, etc. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup de mal à avoir des cuisiniers de haut niveau. Hein, c'est très recherché, très demandé. Et ça les bloque quelquefois dans leur extension. Donc j'ai pensé, quelqu'un m'en a parlé, qui s'occupait de tous les hôtels Accor du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, et il me dit, il manque, Michel Califé, il manque vraiment une école une supérieure d'hôtellerie-restauration. Alors, il m'a dit ça simplement, et je me suis dit, à partir de là, je vais travailler. Et j'ai pensé, d'abord, on sait que l'école de Lausanne est la meilleure du monde, d'après les spécialistes. Donc, dans l'école, je vois s'inspirer l'école de Lausanne, puisque c'est la meilleure du monde. Et puis, je me suis dit, oui, c'est très bien, mais il faut la financer. Et j'ai trouvé que les chambres de commerce de Périgueux et de Bergerac ont financé une école de commerce supérieure une école d'hôtellerie dans ce genre-là, si vous voulez. Donc je me suis dit, je vais prendre modèle pour les cours sur Lausanne et pour le financement, évidemment, sur Périgueux et Bergerac. Donc voilà pour la finalité. Je pense qu'il y a quelque chose. Alors j'ai ajouté, bien sûr, quelque chose qu'il fallait se distinguer et ne pas révolutionner, c'est très difficile. Mais améliorer quelque chose, c'est toujours possible. On a toujours des choses à améliorer. Et je me suis dit que la cuisine, par exemple, quand on va à l'étranger, je me suis aperçu qu'il y avait de très bons restaurants français, mais que la cuisine italienne, par exemple, était beaucoup plus répandue que la cuisine française dans le monde. Et elle est plus facile, elle est peut-être... Voilà, ils ont su prendre un créneau important. Donc je me suis dit, moi, pour pas aller contre eux, parce qu'aller contre eux, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est ouvrir sa voie, une voie originale. J'ai pensé que si on prenait les produits nationaux très connus dans chaque pays, que ce soit au Brésil, en Russie ou ailleurs, et qu'on lui mette une petite touche de cuisine française très fine, on ne heurterait pas les gens et on prendrait tout de suite un créneau intéressant dans ces marchés. Donc c'est dans ce sens-là que je l'ai fait. Je me suis dit que à la Baule ça conviendrait parce que il y a quand même l'image de la Baule et je pense qu'on pourrait exporter ce genre d'élèves ensuite dans tous les pays du monde. Vous avez déjà dessiné le futur boulevard de Mer. Oui. Finalement, on n'a pas besoin de dépenser des millions en études, grâce à vous, Georges Pomard, à la municipalité ou les futures municipalités n'ont qu'à lire votre livre. Vous avez dessiné quelque chose qui finalement est d'une grande cohérence. Je ne vais pas dire que c'est révolutionnaire, mais c'est la chose que naturellement on imagine. Une limitation de vitesse, un grand terre-plein pour se promener, voilà, des espaces végétalisés, un espace piéton. La circulation automobile n'est pas bloquée, elle continue. Il y a une voie uniquement pour les secours, pour aller beaucoup plus vite, pour emmener les gens à Saint-Nazaire. Quelque chose de très cohérent, il y a du bon sens. J'ai essayé, le maire avait... Ce que je veux dire quand je dis que c'est pas révolutionnaire, c'est que vous n'avez pas imaginé un truc de dingue avec des voies suspendues, voilà. Non, j'ai essayé d'être quand même sur terre et puis j'ai pensé aux finances quand même de la ville qui sont pas extensives à perte de vue. Donc, j'ai pensé ça. Il y a eu une étude qui a été lancée, une demande du maire il y a 3 ans à peu près, en disant faites des propositions pour le boulevard de Mer. Je crois qu'il y en a eu plus de 200, je crois, des propositions. J'ai écouté la synthèse qui a été présentée à Atlantia il y a un an et demi, je crois. Et j'ai écouté, et ça allait du plus une seule voiture sur le boulevard de Mer, et c'était totalement piéton, et ça allait également laisser quasiment l'État. Oui. Moi, je suis parti du principe que je refusais à peu près. Il y a évidemment. Alors, je suis parti d'un principe, comme dit M. Rien, je suis parti d'un truc. On a besoin quand même des voitures. On ne sera pas sans voiture dans 30 ans. Donc, il faut réfléchir à ça. Peut-être,
Peut-être que dans 100 ans, il n'y aura pas de voiture, ou 80 ans. Dans 30 ans, je ne crois pas. Je crois qu'il y aura toujours des voitures. Et il n'a pas été fait à la Baule d'itinéraire bis au boulevard de Mer, hein, qui aurait pu être imaginé, mais il y a 70 ans, si vous voulez, hein, après la guerre, on aurait fait un itinéraire bis de dégagement des voitures. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et puis, le boulevard de Mer, les immeubles ont été un peu trop près, faits un peu trop près de la mer. Donc il fallait faire avec. Donc j'ai pensé que bon, on gardait deux voies de voiture, bien sûr, dans les deux sens, au bord des immeubles. Ensuite, on mettait le vélo. Le vélo, pourquoi? Parce que le vélo est appelé à un grand essor. Parce que c'est écologiste, c'est pratique, les gens adorent faire un petit peu de vélo, etc. Donc on mettait à l'honneur le vélo en plein centre. Et puis on gardait après une voie qui allait de Pouliguen vers Saint-Nazaire pour les secours, les pompiers, etc., les problèmes de ravitaillement également. Voilà. Et alors on laissait le trottoir totalement, un grand trottoir, totalement piéton. On enlevait les bancs de ceux qui gênent un petit peu et on faisait des alvéoles, un petit peu comme il y a au bout de l'avenue de Gaulle, c'est une espèce de belvédère, où les gens aiment être, vous voyez. Donc on faisait des alvéoles et on faisait deux sortes, certaines avec des bancs face à la mer et d'autres qui étaient un petit peu pour parloir en même temps, c'est-à-dire qu'il y était des hues légèrement ouverts pour que les gens regardent la mer et discutent en même temps. Ensuite, je faisais également des casiers sur le truc, des casiers sécurisés parce que les gens mettent leurs affaires et peuvent aller tranquillement se baigner. Voilà, en gros, les grands trucs sur mon boulevard de Mer. Voilà. Mais j'ai même une grande nouvelle à annoncer à tous ceux qui nous écoutent dans quelques secondes. Je rappelle que je suis avec Georges Pomard, le Baulois Georges Pomard, qui publie avec vous demain un roman d'anticipation. Il nous plonge en 2050, mais ce n'est pas réellement un roman de science-fiction au sens traditionnel du terme où on invente des choses totalement imaginaires. C'est vraiment un roman d'anticipation où à partir des technologies de ce qui existe actuellement, vous faites simplement une projection sur leur état de développement et de démocratisation dans la société en 2050. Et tout ça se passe à la Baule. Et dans cette vision de la Baule, Georges Pomard, il y a une barge et un bar sur l'île des Évins. Oui, oui, oui. J'ai voulu animer un petit peu la baie. La baie doit être préservée à tout prix. La baie est formidable. Je sais qu'il y a eu, il y a 40 ans à peu près, un projet pharaonique qui faisait des marinas. Moi, je crois au contraire que la baie doit être préservée absolument, mais qu'elle manque un peu d'animation pour les gens qui font du bateau, d'avoir un petit point de chute pas loin, etc. C'est marrant et c'est très vivant. Donc j'ai pensé que l'île des Évins, évidemment, on pourrait réactiver le bar qui existait autrefois, mais ce serait très difficile parce que les écologistes allaient faire des recours et des sur-recours, qui à mon avis, autant moi j'aime bien l'écologie, là ce n'est pas nécessaire, mais je pense que ce sera difficile. Donc je mettais une barge à côté des Évins, avec un bar, ouais, pour animer, qui veut faire la musique toute la nuit s'ils veulent, ça gêne personne. Donc pour les jeunes, pour les gens qui font du bateau, c'était un point de chute intéressant, et je me dis ça animerait un petit peu la baie. Et puis dans ce livre de prospective, il y a aussi la politique. Une bonne nouvelle, vous parlez de la francophonie, vous parlez de nos relations avec l'Afrique, vous inventez le nom du président du Burkina Faso en 2050. Il s'appelle Alpha Bokondé. J'ai sursauté parce que j'ai pensé à Alpha Condé. Je me suis dit, je vais lui envoyer Alpha Condé le livre de Georges Pomard. Je vais lui dire, tu vas voir. Je vais lui dire, monsieur le président, j'ai un ami qui est à la Baule, il imagine, c'est Alpha Bokondé qui est président du Burkina Faso. Ça va pas arranger les relations diplomatiques entre la Guinée et le Burkina Faso. Parce que ça, il y a un peu un nom très proche. Ah oui, c'est possible. Mais voilà, plaisanterie mise à part, la francophonie a un rôle très important. Nos relations avec l'Afrique sont aussi bonnes que maintenant. Oui, l'Afrique, par contre, je vois l'Afrique de façon un petit peu différente d'aujourd'hui.
L'Afrique, d'abord, va se peupler d'une façon fantastique. C'est un des gros problèmes de demain. C'est là où il y a un côté un peu effarant dans votre livre, c'est justement il y a une distribution en Afrique de moyens de contraception. On essaie à tout prix d'endiguer ce truc-là, oui. Voilà, évidemment, parce population. Il y a aujourd'hui 1,250 milliard d'Africains. Quand je dis que c'est effarant, je veux dire, ça montre que la machine va essayer de contrôler l'homme. Elle est de 2 milliards, ce sera 2000, d'après l'ONU, les services de l'ONU, 2 milliards 500 millions en 2050, 4 milliards 400 millions en 2100. C'est considérable. Et il y aura déjà en 2050, ils estiment à 600 millions les gens qui parleront le français en Afrique. Or, si on laisse l'Afrique aujourd'hui dans l'état qu'elle est au point de vue économique, on aura des milliers d'Africains qui vont venir, évidemment, en France. Ils vont aller voir, quand ils parlent français, ils vont venir plutôt en France, ce qui n'empêchera pas des gens qui parlent arabe ou qui parlent anglais de venir également. Mais ceux qui parlent français auront une tendance à venir vers la France. Donc le problème des réfugiés, de prendre quelques réfugiés aujourd'hui, etc., n'est pas la solution pour moi. La solution, c'est de développer l'Afrique. Développer l'Afrique et tout faire pour développer l'Afrique. D'abord en essayant de les grouper, parce que le problème, il y a beaucoup aujourd'hui en Afrique, de guerres fratricides entre eux, entre ethnies, etc., comme nous, on a connu en Europe, hein, évidemment, pendant des siècles. Voilà, donc il faut absolument essayer de les réunir dans l'OUA, d'une manière... L'Organisation de l'Union africaine. Et puis, donc ça, c'est très important. Et deuxième chose également, au point de vue économique, essayer de les développer. Or, ils ont besoin d'un cadre un petit peu rigide parce qu'il y a eu un peu de laisser-aller. Et je pense qu'une monnaie commune à toute l'Afrique, managée un petit peu par le Fonds monétaire international, donnerait une rigueur de gestion à toute l'Afrique. Donc je suis pour ces deux grandes choses-là. Et éviter que, par exemple, on récupère, nous, en France, les cadres des Africains. C'est indiqué à un moment où c'est le chef d'État du Burkina Faso qui se plaint. Oui. Qui dit, vous prenez toutes nos élites. Oui. Il n'y a pas besoin de remonter en 2050. C'est vrai aujourd'hui. C'est ce que déjà les chefs d'État africains disent aujourd'hui, voilà. Pomar. Oui, je sais. Et c'est une erreur parce que on doit inciter les gens qui ont fait des études supérieures en France à aller développer l'Afrique. Parce que l'Afrique, il y a beaucoup de richesses, il y a une jeunesse formidable d'ailleurs, et puis il y a beaucoup de richesses du sol, etc., du sous-sol, et qu'il faut développer avec l'énergie solaire, avec toutes sortes de choses, c'est tout à fait possible. Alors Georges Pomar, dans ce livre Avec vous demain, l'histoire se passe en 2050, à La Baule. Il y a aussi un moment... L'héroïne s'intéresse à la vie politique et il y a un grand référendum pour l'entrée de la Russie et de la Grande-Bretagne en Europe. Bon, l'Europe, oui. L'Europe, c'est quelque chose... Au sein de l'Union européenne, puisqu'ils sont déjà en Europe continentale, voilà. Au sein Bien de l'Union sûr. européenne. Alors là, c'est le point. Bon, peut-être... Personne ne sait qui a raison ou tort, mais pour l'instant, on va plutôt vers une dislocation de tout cela. Les Italiens veulent partir, l'Est veut se barrer, les Anglais, négocient durement sur leur Brexit. Je crois que c'est vrai. Bon, il y a toujours un certain nombre d'égoïsmes, ça a toujours été. Ça a été vrai pour un pays comme la France, pour réunir les provinces, ça a été très difficile, vous le savez bien. Ça a mis des siècles, et évidemment, l'Europe, ça mettra longtemps. Et on a toujours tendance à regarder par le petit bout de la lorgnette et voir l'ensemble. L'Europe, effectivement, a fait des choses, ça a fait des avancées. Il y a également eu des cafouillages. Il est évident qu'il y a c'est trop administratif, c'est trop tatillon à Bruxelles, il y a trop de lobbies qui tirent à Uadia. C'est vrai. Mais la grande idée reste valable. Regardez, ça nous aurait évité, si on l'avait fait il y a 100 ans, les guerres fratricides avec l'Allemagne, etc. Donc je crois qu'on a intérêt
à grouper les peuples. Parce que quand quelqu'un naît, si vous voulez, il est en Italie, en Allemagne, en Pologne, il n'a aucune a priori pour ou contre le français ou pas, hein, si vous voulez. Hein. Donc, et si on a, avec Erasmus, par exemple, quand les étudiants partent à l'étranger, on est très étonné. Moi, j'ai toujours été, j'ai des enfants qui ont été dans ce à l'étranger, des petits-enfants. Je trouve que c'est très intéressant de les écouter. Ils trouvent des gens bien partout et ils trouvent des imbéciles partout. Vous voyez, c'est la même proportion exacte. On n'a pas besoin d'avoir fait Erasmus pour dresser ce constat. Hein. Voilà. Donc, là, on a le constat identique. Hein. Oui, voilà. Donc, je me dis que si on se groupait, on essaierait de trouver des intérêts communs. Ce serait. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'actuellement, on est pris dans un problème avec les Chinois d'un côté qui se sont développés d'une façon fantastique, parce que eux sont groupés, hein, fantastiques depuis 40 ans, qui vont bientôt nous prêter de l'argent, hein, ce qui est incompréhensible, parce que par rapport à il y a 50 ans, on faisait des quêtes pour les pauvres Chinois. Oui, donc il y a eu une évolution extraordinaire. Demain... Et maintenant, les États-Unis n'en sont plus au stade des quêtes, ils en sont au stade de faire des plans de guerre ou de défense si jamais il devrait y avoir un conflit armé avec la Chine. Oui, comment ça a évolué. Oui, c'est très difficile parce que la Chine est déjà aujourd'hui le deuxième pays du monde au point de vue économique et au point de vue militaire et veut être le premier. Donc ça pose un problème évidemment de leadership mondial déjà, le truc. Et puis il y a d'autres pays qui s'amènent. L'Inde s'amène, est aussi peuplée que la Chine et commence à évoluer rapidement. Donc c'est des pays qui ont 1,4 milliard environ d'habitants. Chacun, c'est énorme, puisque en Europe, nous avons que 500 et quelques millions d'habitants. Donc, vous voyez, les différences, c'est que les États-Unis en ont 300 et quelques. Donc, vous voyez, la différence est là, il faut faire très attention. Qui aurait dit il y a quelques années que les Chinois arriveraient à un niveau de vie comme ils ont aujourd'hui, si vous voulez, c'est très très difficile. Alors on s'aperçoit que ça a des incidences sur beaucoup de choses, sur l'environnement. Et il y a eu la COP21 par exemple, qui dit qu'il ne faut pas qu'on ait plus de 2%, etc., etc. Or, le problème de la Chine s'est développé très rapidement et c'est aujourd'hui le pays qui est le plus polluant. Les États-Unis arrivent en second. Et l'Inde va arriver également. Comment voulez-vous que nous empêchions les hindous d'arriver à notre niveau de vie, c'est-à-dire d'avoir des voitures, des fours à micro-ondes, etc. C'est automatiquement, ils en auront. Vous voyez. Et après-demain sera l'Afrique. Donc automatiquement, ça va augmenter les problèmes de pollution, de CO2, également d'abîmer la couche d'ozone. Donc on aura, au point de vue climatique, des gros problèmes dans les années à venir. C'est absolument évident. Il y a un point que vous n'évoquez pas dans cette vision, pas de la France, de la Baule de demain. Alors là, c'est peut-être très important si le livre se passe à la Baule et pas en France. Vous n'évoquez pas la question de l'immigration, de l'évolution des populations, des démographes. Disent que le visage de la France ne sera pas du tout le même en 2050 qu'il l'est en 2020. 30 ans. En 30 ans, c'est une génération. Quand on regarde certains, vous direz, Georges Pomard, le livre est écrit confortablement à la Baule avec une vision de la Baule, alors qu'une vision écrite dans une grande ville, ou au banlieue d'une grande ville, le portrait serait tout à fait différent. Vous avez au moins en partie raison. Il est évident que la Baule est une ville tranquille au point de vue sécurité, une population assez homogène. Vous dites même une des villes les plus sûres du monde à un moment dans le livre. Hein. Oui, bien sûr. Je fais un peu de pub pour la Baule. Je suis sympa avec la Baule. C'est vrai qu'il y a peu de choses à la Baule et que je pense que le commissaire de police n'a pas trop de choses à s'occuper. Donc, des bicyclettes. Oui, mais je pense que les grandes villes, c'est un problème. Il y a quelques années, j'avais vu une conférence par quelqu'un qui a écrit 2100 ou les sauvages urbains.
Ça veut dire que dans les grandes villes, on a laissé des quartiers de côté. Or, si on laisse des gens de quartier qui n'ont pas d'espérance dans quelque chose, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers ils vont vers les gens qui vendent de la drogue, à gagner de l'argent facile, etc., avec les bandes, etc., vont vers l'islamisme, si vous voulez, parce que ils trouvent dans l'islamisme une voie qui est complètement folle, mais ils trouvent une espèce de voie. Et on les a laissés de côté. Et c'est extrêmement dangereux, parce que on n'est pas à l'abri du tout, justement, de l'extension de ça dans les villes moyennes, puis après dans des villes plus petites. Hein. C'est certain qu'il y a aujourd'hui... Certains affirment que c'est déjà le cas dans les villes moyennes. Dans certaines villes... Ça déborde. Oui, ça déborde déjà. On le voit un peu partout, c'est vrai. Parce que, alors, j'ai discuté dans mon livre des religions, évidemment, hein, avec ces problèmes de religion qui sont quelquefois, ou ces problèmes de trucs qui sont dangereux, si vous voulez, et je mets que les islamistes sont quelque chose qui est dangereux pour l'avenir, c'est certain, il n'y a pas du tout, il ne faut pas se cacher la face, c'est sûr, mais il y a donc des choses à faire attention et ne pas laisser se développer ce genre de climat dans les banlieues. Quand on laisse des quartiers où le droit n'est plus appliqué, c'est extrêmement dangereux pour le reste de la ville. Hein. C'est pas dangereux, c'est dangereux pour les gens qui habitent là. Si vous avez une jeune fille de 14 ans dans ce genre d'immeuble ou de choses, ce sera très difficile à vivre. Et même d'une trentaine d'années. Hein. Même d'une trentaine d'années peut-être, oui. Encore plus. Mais voilà, donc c'est un vrai constat. Finalement, vous partez du principe, et c'est le dernier point sur peut-être lequel votre livre est utopique. Je souhaite que vous ayez raison, mais vous partez du principe que du jour au lendemain, dans les années qui viennent, on ait des dirigeants politiques qui vont gérer admirablement notre pays pour le faire évoluer, avoir des relations harmonieuses avec le reste du monde, que la fiscalité va baisser, que l'héritage ne sera pas détruit, parce qu'en réalité, pour que cette famille ait une belle maison au bord de la mer à La Baule, il va falloir qu'elle hérite un peu d'argent. Visiblement, on est en train de préparer la destruction progressive de l'héritage. En fait, bref, vous partez de l'hypothèse d'un beau sursaut politique dans les années qui viennent. C'est là où c'est utopiste. Voilà. Je sais que on dit que les promesses politiques n'engagent que ceux qui les écoutent, hein, mais moi je crois quand même que les hommes politiques et les femmes politiques sont nécessaires à une communauté, évidemment, pour essayer de voir. Bon, ce que je reproche souvent, c'est qu'ils voient à court terme et non à long terme, qui font des courts termes permanents, un peu comme la bourse, c'est du court terme permanent. Donc, je trouve que c'est ennuyeux. Vous voyez, quand on est en voiture la nuit, sur une route départementale, si on roule à 30 à l'heure, nos phares n'ont pas besoin d'être très, très puissants. De voir très loin. Si on roule déjà à 80 à l'heure, nos phares doivent être beaucoup plus puissants pour voir beaucoup plus loin. Or, aujourd'hui, le monde va très 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 vite. Qu'on le veuille ou non, on est entraîné dans ce truc. Et si on ne veut pas y passer, de toute façon, on est marginalisé très très vite, dans tous les domaines. Donc il faut essayer de suivre au moins cette évolution du monde qui se fera, qu'on le veuille ou pas, qui se fera. Donc il faut voir loin, si vous voulez. Alors pour voir loin, il faut pas travailler à court terme, à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, la durée d'un mandat ou 6 ans. Mandat municipal, c'est 6 ans. Donc, mais il faut travailler pour moi au moins à 30 ans d'avance pour bien prendre les bonnes décisions, si vous voulez, qui engagent l'ensemble de concitoyens. Je prends par exemple La Baule, hein, dans un truc, je vois très très bien le développement au point de vue de l'urbanisme entre la route bleue et les Salines, le quartier des Salines. C'est des terrains qui ont été délaissés depuis toujours, c'est des terrains d'une qualité agricole très moyenne, et on a plutôt développé le quartier du Guézy qui est des terres maraîchères. Pour les gens de La Baule, c'est ennuyeux parce que une ville qui n'a plus de centre très vivant, elle perd beaucoup d'attrait.
il faut garder un centre très 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 vivant à La Baule. Or, si on construit entre la route bleue et les Salines, on aura là des gens qui viendront évidemment faire leurs courses à La Baule. Vous voyez, donc c'est déjà quelque chose de très important. Donc c'est l'urbanisme, pour moi, c'est quelque chose de très 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 important pour équilibrer la ville et faire une ville cohérente. Parce que oui, si on est à 7 km du centre, les gens vont plutôt évidemment à Pornichet que venir ici. Eh bien, merci Georges Pomard de nous avoir parlé de ce très bel exercice. Et oui, parce qu'il a fallu, j'imagine, plusieurs mois de recherche sur les nouvelles j'ai mis 17 mois pour faire ce livre. 17 mois pour faire ce livre. Et de temps en temps, quelques minuits. C'est évident parce que on a une aspiration un jour, des fois on n'a rien, on voit rien. Et puis ensuite, il faut faire un livre cohérent. Vous voyez, le livre au départ, mon manuscrit faisait une quinzaine de pages de plus, mais je trouvais un peu trop lourd, et donc j'en ai enlevé. Alors je vais refaire d'ailleurs un autre livre, là, que j'ai commencé déjà à penser dans ma tête, et j'ai mis des idées de côté, que je crois qu'il sortira probablement avant les élections municipales, de mars 2020, et pour des idées également sur La Baule, la société. Il y a plein d'idées quand on lit entre les lignes. Parce que franchement, c'est un programme aussi pour La Baule. Vous n'avez qu'à vous présenter à la prochaine élection, Georges Pomard. Il paraît qu'on manque de candidats à La Baule. Je crois qu'on n'en manque pas. Il y a trop plein. Alors, je ne serai moi sur aucune liste. Je ne serai sur aucune liste, absolument. Ce qui ne m'empêchera pas éventuellement de donner mon avis sur les programmes, évidemment, des candidats avant les élections municipales. Voilà. On le trouve partout. Voilà. Alors on le trouve partout, il est dans les librairies, là il arrive en ce moment dans les librairies, je crois depuis hier dans cette librairie, donc dans les librairies de La Baule, il est sur Amazon, il est à la Fnac, il est chez... Tout, vous pouvez les trouver, hein, il va être partout dans quelques jours, hein, et nous organisons d'ailleurs un lancement du livre le 2 novembre, à une nouvelle salle formidable, qui est une salle qui a été créée par Joël Amis, à côté, à l'embranchement, c'est-à-dire de la route bleue qui vient vers le centre. Là, il y a une très belle salle qui vient de se construire, et on organise le 2... une signature, également des exposés sur ce livre où je répondrai également aux questions que vous aurez bien me poser. Alors le 2 novembre, c'est où? C'est à la salle qui est de Joël Amis, qui est à Caire. Oui, qui est juste à vous savez, l'échangeur. Oui. L'échangeur, quand vous êtes sur la route bleue. On sort de la route bleue, il y a l'échangeur, le centre. La Baule centre, c'est ça? Là, il y a plein quand vous sortez sur la gauche, vous avez plein d'immeubles. Là, oui. Et donc, c'est là. Bon, bah, très bien. Voilà. Le 2 à 18h15. Le 2 à 18h15. Merci, Georges Pomard, de nous avoir parlé de votre livre. Avec vous, demain, un roman qui nous emmène, qui nous plonge dans la vie à La Baule en 2050. Georges Pomard était donc mon invité.